je vous propose de prendre 2 ou 3 questions. Je vous propose aussi, lorsque vous prenez la parole, de vous présenter et aussi de faire en sorte que votre question soit courte, ramassée, et de dire à qui plutôt vous l'adressez. Voilà, pour parler, il suffit que vous appuyiez sur le petit bouton rouge. Dès que vous avez terminé de parler, il faut vite réappuyer, sinon ça grésille. Voilà. Alors, qui ? Oui, monsieur et madame. Peut-être madame. Peut-être en premier. Madame la ministre, je sais que vous avez été ministre en RCA quelques années, mais vous allez nous le dire. Oui. En 2006. Alors pour moi, ce ne sont pas des questions, c'est juste une petite contribution qui apportera peut-être un plus à ce que chacun de vous a dit très justement. J'ai été effectivement ministre en République centrafricaine de 2006 à 2009 aux Affaires étrangères et à la coopération internationale, donc au ministère de l'économie. Ma particularité à moi, en fait, c'est que pour rejoindre le côté religieux, moi je suis catholique, chrétienne, et j'ai une grand-mère musulmane. Et ce qui fait que je suis née et j'ai grandi dans une république centrafricaine où il n'y avait pas du tout ce problème religieux. Et je suis un produit, en fait, de la diversité centrafricaine, même du point de vue ethnique, parce que je suis aussi bien du nord que de la savane, hein, que du sud, ce sont les ethnies de la forêt et du fleuve, que de l'Est, côté Boire, etc., en allant vers le Cameroun, que à Bangassou, donc à l'Est. Donc en fait, je suis une synthèse de tout ça, et j'ai grandi dedans, et je peux vous assurer qu'il n'y avait pas du tout ce problème-là, ce qui rejoint ce que je crois Antoine Garapo a dit tout à l'heure, c'est qu'il y a un espoir, de toute façon, en Centrafrique. Parce que les populations, il n'y avait pas ce problème-là. Je pense que c'est une manipulation venue de l'extérieur, ce qui arrive en Centrafrique. C'était le peuple le plus gentil et le plus doux de la terre. On appelait d'ailleurs ce pays la Suisse, hein, de l'Afrique. Donc j'ai grandi dedans et il n'y avait pas du tout ça. C'était un pays qui se développait. On avait des industries. Ça peut sembler incroyable aujourd'hui, par rapport à ce que vous avez vu quand vous avez été là-bas. Mais c'était un pays qui était sur la pente du développement, et comme l'un de vous l'a dit, c'était le début de l'époque Bokassa, donc la première époque d'ACO. Il y a eu effectivement un certain développement, il y avait l'agriculture, il y avait l'élevage, il y avait tout ça. Donc voilà ce que je voulais apporter comme contribution. Maintenant, pour la solution, il y a des solutions pour ce pays-là. Ces solutions-là, évidemment, passent par... c'est assez long, hein, mais il y a des solutions qu'on peut appliquer immédiatement. C'est qu'à la base, les problèmes sont nés, les problèmes viennent principalement de la manière dont on a dirigé ce pays-là depuis des décennies. C'est-à-dire, c'est la mauvaise gouvernance, de toute façon. Et c'est de là que vient le problème. Et tout ce qu'il y a, c'est-à-dire la justice qui doit être refaite, l'impunité vient de là. La mauvaise gestion de l'administration, l'absence de l'armée nationale pour protéger le territoire, de la police et de la gendarmerie pour protéger les populations, tout vient de là. Vous rejoignez en ce sens ce qui a été exprimé. Exactement, je rejoins tout ce qui a été dit, mais il faut savoir que ce n'est pas un petit pays déjà, il est très grand, hein, c'est la surface de la France, plus la Belgique. Donc c'est énorme, c'est 623 000 km², extrêmement riche, et qu'il suffit qu'il y ait une bonne gouvernance. Et pour avoir une bonne gouvernance, il faut des dirigeants
qu'il faut, c'est-à-dire des gens compétents, etc. Et c'est ça qui manque à la République centrafricaine. Voilà. Et je Merci. suis née, en plus donc, Oui. d'un père français administrateur de la France d'outre-mer Oui. et d'une mère centrafricaine qui était enseignante. Voilà. Donc voilà. Bon, merci beaucoup, madame, remercie. de votre témoignage. Merci beaucoup. Monsieur, je crois que vous aviez demandé la parole. Vous pouvez vous présenter, puis Merci, madame. être concis peut-être dans les Jean-Claude questions. Devèze. Donc, j'ai travaillé longtemps à l'Agence française de développement sur le développement rural dans toute l'Afrique de l'Ouest et du Centre, dirigé une revue Grain de sel sur tous les problèmes de développement dans ces régions. Mes impressions quand j'allais en RCA, c'était le pays qui semblait le plus néocolonial. On sentait le plus le fait qu'il y avait une ambiance encore qui n'était pas vraiment un pays qui était complètement indépendant. C'est mon impression que j'ai eue. Mon problème, c'est que vous avez parlé de Bangui, mais pas de l'ensemble du pays et de l'ensemble du monde rural. Et donc, ça fait un propos déséquilibré. Et quand on parle d'économie, sans parler du monde rural, vous Oui. avez des chances de passer à côté d'une grande partie des solutions. Donc ma question, c'est comment vous, votre mission, vous avez dialogué avec des gens du monde rural dans un pays que j'ai constaté avait peu d'organisations agricoles, j'ai travaillé aussi sur les systèmes de microfinance, sur l'agriculture périurbaine, et donc on était dans le démarrage quand on essayait avec l'Agence française de développement de lancer cela, mais dans un pays très difficile, car c'est vrai, il n'y avait pas d'État et pas beaucoup de formation. Merci, monsieur. Je pense que peut-être le pasteur Jean-Arnold de Clermont peut répondre. Enfin, répondre, simplement faire deux remarques. Ce que vous soulignez est absolument évident. La classe politique centrafricaine ne s'est jamais occupée que de Bangui. Le reste, elle s'en fiche complètement. Et je dis les choses de manière un peu vulgaire, mais parce que je suis hérissé contre cela. Hérissé. Et la malgouvernance dont parlait Madame Hassen, sa première dimension, c'est le fait que les gouvernants n'ont jamais pensé qu'à une seule chose, c'est à se partager le gâteau, et que le gâteau était à Bangui. Ce qui, en contrepoint, veut dire la remarquable qualité des provinces à avoir survécu, continué à vivre et à exister dans ce système qui marchait sur la tête. Et s'il y a une leçon à retirer, c'est que s'il y a un jour une bonne gouvernance qui se mettait en place en Centrafrique, elle doit d'abord partir de ce qui existe dans les villes et villages de Centrafrique. Avec les structures parfois traditionnelles, parfois imposées par l'administration dans le temps, c'est extrêmement complexe. Mais c'est là que ça peut vivre. Et la réussite très temporaire de développement du président Bokassa, ça a été de dire, dans son langage assez militaire d'adjudant-chef, enfin bon, il était un peu mieux que ça quand même, mais enfin, c'était de dire au travail et au travail rapidement. Et ce sont les provinces qui ont réagi. Et c'est pour ça qu'on a développé le coton, et c'est pour ça qu'on a développé le café, et c'est pour ça qu'on a développé l'arachide, et que Bangui a pu voir fleurir des industries qu'elle a détruites ensuite totalement et ruinées. Donc, vous touchez à quelque chose d'absolument essentiel. Il n'y aura d'avenir en Centrafrique que si l'on tient compte de cette richesse humaine des provinces. Mais elle est drôlement mise à partie aujourd'hui, mise à mal aujourd'hui, par Séléka et Antibalaka, enfin toute cette espèce de conflit permanent, de guerre civile qui existe en Centrafrique. Merci beaucoup. Alors, d'autres questions? Oui, monsieur, ensuite monsieur. Monsieur, peut-être présentez-vous et votre question. Jean-François de Montvallon. Je suis allé en République centrafricaine il y a une dizaine d'années dans le cadre d'une mission en tant que bénévole au département Afrique du Secours catholique. Donc, je confirme bien sûr qu'il n'y a pas d'État, c'est évident. Je pourrais citer un certain nombre d'anecdotes souriantes et moins souriantes
qui saute aux yeux lorsque l'on est sur place. Mais je m'interroge sur quand avons-nous laissé ce pays devenir un État depuis la disparition inexpliquée de M. Bangorda, qui était assez populaire, puis un certain nombre d'épisodes un peu rocambolesques qui ont plutôt fait sourire, je dirais, en France. On a souri avec Bokassa, c'était folklorique. On a pleuré Mais aussi. Hein. On a pleuré Quand on aussi, connaissait mais Centrafrique, on pleurait. ça pouvait amuser les chasses de M. Giscard d'Estaing. Moi, ma question est la suivante. Aujourd'hui, on constate que la supervision bienveillante de ce pays a été confiée par les États africains voisins. À qui? À M. Denis Sassou Nguesso, président du Congo, depuis une quarantaine d'années. Arrivé au pouvoir avec quelques assassinats, dont l'archevêque de Brazzaville, quelques coups d'État, et puis une guerre civile, celle du Poul, qui a fait 300 000 morts. Donc la question que je pose, qui est à la fois naïve et brutale, j'en suis conscient, quand pourrons-nous entreprendre de façon posée, rationnelle et, si possible, pas trop passionnée, le procès de la France-Afrique? Oh, tout de suite. D'accord que là... Tout de suite. Mais... Je ne sais pas si quelqu'un peut répondre à cette question. Non, j'entends bien. Non, j'entends bien. Non, mais Laurent, vous permettez un commentaire très, très rapide. J'entends ce que vous avez dit sur Denis Sassou Nguesso. Vous pourriez dire la même chose sur les rapports tchado-centrafricains, bien sûr soudano-centrafricains. Il y a une véritable problématique géopolitique. C'est que en l'absence d'une classe politique responsable, c'est le vide total, et entre la France et les pays avoisinants, Centrafrique est le vide dont on peut profiter. Le drame, c'est que ce vide risque d'être rempli. Et il risque d'être rempli à une époque, je l'ai dit tout à l'heure, où l'affrontement entre l'islam salafite et l'islam traditionnel africain laisse la place possible à, peu importe les mots qu'on emploie, à des califats qui ne demandent qu'une chose, c'est à s'installer là où il y a un vide politique. merci. Je crois que Laurent voulait aussi intervenir sur cette question. Non, mais c'est pour répondre à la remarque de monsieur. Je distinguerai deux choses. Alors d'abord, je pense que vous avez parfaitement raison. La France n'a jamais quitté la Centrafrique. L'armée française n'a jamais quitté la Centrafrique. D'ailleurs, juste comme ça, une petite anecdote. Je crois que c'est Bijard qui... non, c'est pas Bijard, c'est le deuxième, Massu, qui, lorsqu'il quitte l'Algérie en 1962, c'est Bijard, alors. Enfin, c'est Bijard ou Massu, l'un des deux. Alors, c'est Bijard qui, après la guerre d'Algérie, est envoyé en France-Afrique. Et il va monter un camp à Boire, qu'on peut encore voir aujourd'hui. Et pendant des années, l'armée française va s'y entraîner. L'armée française a dû participer, je crois, à 7 ou 8, au moins, enfin, 8 opérations militaires en Centrafrique. Les présidents étaient fortement conseillés par des conseillers français, voire même beaucoup de généraux, beaucoup de colonels faisaient un peu l'appui et le beau temps à la présidence. Vous avez les mémoires de l'ambassadeur Luvin, je crois, qui était ambassadeur au moment de l'élection 1991 ou 92 à Bangui, et qui raconte un peu son bras de fer entre l'armée, enfin entre les agents spéciaux venus du quai et de l'Élysée et lui, et comment il a du mal au fond lui, je crois que c'était un authentique démocrate, à faire passer les principes de la démocratie et se heurtant à des intérêts économico-militaires. Donc c'est vrai que la France n'a jamais quitté, et aujourd'hui encore, l'ambassadeur que nous avons tous rencontré, moi je l'ai vu à plusieurs reprises, c'est un proconsul. Il fait l'appui et le beau temps. Alors bon, alors ça c'est une chose. La deuxième chose, pour revenir à Sassou Nguesso, c'est très intéressant ce que vous avez dit, mais là je crois
pour le coup, je ne dirais pas que c'est la faute de la France. Là, c'est au contraire la sous-région qui essaye de se prendre en main. Vous avez simplement des personnages peu recommandables, Sassou, Idriss Déby, Biya, enfin, qui se détestent d'ailleurs entre eux, et qui essayent, au fond, de s'immiscer. Enfin, il y a aussi des organisations sous-régionales. Hein. Sassou Nguesso a été nommé par une organisation sous-régionale à laquelle appartient la Centrafrique. Donc tout ça a quand même un habillage, je dirais, légal qui n'est pas à négliger. Donc là, pour le coup, c'est l'Afrique qui se prend en charge, ou qui essaye de se prendre en charge, avec une délégation aussi de l'Union africaine. Enfin, tout ça n'est pas fait du tout, je crois, sous la coupe de la France, même si Sassou Nguesso a des rapports très proches avec la France, et je finirai juste là-dessus. Vous savez que la ministre de la francophonie, la dernière que nous avons eue, Madame Benguigui, qui était très impliquée, qui ne connaissait rien à l'Afrique, mais qui se sentait très impliquée pour l'Afrique, dont d'ailleurs l'ambassadeur aujourd'hui était son ancien cabinet, son ancien directeur de cabinet, est aujourd'hui donc la conseillère spéciale de Sassou Nguesso. Merci Laurent de cet éclairage. Monsieur au fond, ensuite monsieur. 3. Oui. Oui. 4. Alors, je ne sais pas, je me demande si nous pourrions peut-être prendre plusieurs questions. Alors, monsieur au fond d'abord. Moi, c'est une question simplement, comme Christian Bénard, j'ai fait 11 ans en Centrafrique. Je voulais simplement poser une question à monsieur Larcher. Pourquoi les médias persistent-ils, moins dans la croix ces temps-ci, mais au début, et en particulier la France 2, par exemple, ou Jeune Afrique, mais je ne lis pas toute la presse française. Pourquoi est-ce qu'on persiste à nommer milices chrétiennes les anti-Balaka? Pourquoi? Ça peut avoir des conséquences extrêmement dangereuses dans les rapports entre chrétiens et musulmans, et ailleurs qu'en Centrafrique. Merci monsieur. Je pense qu'on va prendre plusieurs questions. Alors, oui, rapidement monsieur, présentez-vous. Pour me présenter rapidement, j'ai été en Afrique, mais il y a très très longtemps, il y a 50 ans, j'étais en Côte d'Ivoire, chargé d'un arrondissement de travaux publics. Bon, et concernant la Centrafrique, je signale que j'ai lu un livre il y a une quinzaine d'années, écrit par Jean-Paul Goupandé, qui était un ancien Premier ministre de Centrafrique et qui connaît donc le terrain beaucoup mieux que moi. Et il a fait un livre qui s'appelait L'Afrique sans la France. C'était un livre sur tous les États qui avaient été des colonies françaises et dont la France s'était retirée. Il n'était pas très optimiste sur leur avenir. Il montrait la grande diversité et la grande inégalité entre les États, et il n'était pas très optimiste pour la Centrafrique. Et il disait à ce moment-là, l'ennui, c'est la question de la gouvernance, de la démocratie. Le Sénégal a la chance d'avoir été colonisé pendant 300 ans, et nous avons la malchance de n'avoir été colonisé que pendant 50 ans. Parce que la gouvernance et la bonne gestion, ça s'apprend longuement. Bon. Alors ma question est la suivante. On voit que toute l'Afrique est actuellement dans un drame qui ressemble peut-être moins fort à celui de la Centrafrique. Je me demande s'il n'y a pas dans cette affaire une question de population. L'Afrique, en 1900, avait 100 millions d'habitants. En 2000, l'Afrique avait 800 millions d'habitants, c'est-à-dire qu'elle a été multipliée par 8. Et si la population de l'Afrique augmente toujours aussi rapidement, si elle doit encore multiplier par 8 pendant le XXIe siècle, je me demande ce que ça va donner. Est-ce que la pression de la population ne constitue pas un problème qui entraîne la difficulté de faire face avec des ressources limitées et à une population grandissante? Oui, monsieur, enfin, Malthus a déjà parlé de ça, et je me demande s'il n'y a pas un phénomène de ce type-là. Merci beaucoup. Je crois qu'il y avait un monsieur là-bas qui voulait... Là-bas. Monsieur, là-bas aussi. Oui. Oui, monsieur Ndekere. Micro. Pardon. Monsieur Ndekere de Centrafrique. Avant de poser ma question, je voudrais simplement signaler ici que le problème sur les violences en Centrafrique, c'est encore des parenthèses ouvertes.
parce que la situation au niveau des provinces n'est pas encore bien documentée, bien connue, bien cernée, pour qu'on puisse y tirer une conclusion. On a eu accès à un groupe de gens qui ont quelques informations, qui ont pu les livrer, ce qu'elles ont comme recette en main. Mais la situation dans l'arrière-pays reste encore aujourd'hui incertaine. Personne n'a une réalité de ce qui se vit sur le terrain. Et la violence telle que nous le voyons depuis une vingtaine ou trentaine d'années en ce moment va crescendo. Quand on voit l'évolution, le pic a commencé d'abord avec les mutineries qui étaient corporatistes pour les militaires. Oui. Votre question, monsieur, si vous pouvez aller plus vite pour donner la parole à d'autres aussi. Oui, et j'en viens à ma question. J'en viens à ma question qui est celle-là, qui est une question très simple. Comment parler d'un État, de construction d'un État en ce moment en Centrafrique, tant qu'on ne parle pas de constitution d'une force de sécurité nationale? Oui, merci beaucoup. Alors, je crois qu'il y avait encore... Là-haut, il y avait monsieur. Où ça? Là-haut. Là-haut. Monsieur. C'est derrière. C'était un monsieur derrière vous, et vous aurez la parole juste après, et ensuite à la tribune. Bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Fulbert Piodigui. Je suis centrafricain. Voilà, enfin, je m'excuse parce que je suis arrivé un peu en retard. Je ne sais pas trop ce qui était dit avant moi. Voilà, donc je suis arrivé en France depuis bientôt 2 ans, justement à la suite de tout ce qui s'est passé en Centrafrique. Donc, depuis plusieurs mois, j'ai assisté à plusieurs manifestations, conférences, débats, durant lesquels plusieurs sujets de réflexion ont été traités. De belles choses ont été dites, au point d'entretenir un bel espoir de sortie de crise, etc. Mais ma question, c'est de savoir aujourd'hui comment on fait pour introduire ces éléments de réponse à la réalité, à cette réalité qui reste quand même la vie quotidienne du peuple centrafricain. Merci, monsieur. Alors, monsieur devant, et puis nous arrêtons là. Ah, il y a encore ce monsieur, et ensuite on arrêtera là. Je vais essayer d'être rapide. Je m'appelle Bruno Cotte. Je voudrais d'abord remercier les intervenants, vous dire que je ne suis jamais allé en Centrafrique, mais que je connais un peu l'Est de la République démocratique du Congo, l'Ituri qui est au nord du Kivu, dont on parlait tout à l'heure. Je voudrais vous exprimer une surprise et un regret. Je n'ai pas, en définitive, le sentiment d'avoir été bien éclairé sur le rôle exact et sur la place exacte que les religions ont tenue dans le conflit récent. J'ai senti qu'il y avait des points de vue différents, pour ne pas dire contrastés, entre les propos du début, celui de l'imam et celui de Monseigneur Stenger, et puis qu'il y avait quand même des propos quelque peu dissonants venant du pasteur de Clermont et de M. Larcher. J'ai parfaitement retenu la formule conflit de prosélytisme. Donc, si je vous dis cela, ça n'est pas une question, mais c'est pour vous dire que je regrette un tout petit peu de ne pas avoir été éclairé sur cette question qui me paraît quand même centrale. Quand l'on dit, et je ne sous-estime pas du tout cet argument, que dans une même famille peuvent cohabiter des chrétiens et des musulmans, je l'accepte volontiers. Dans une affaire dont j'ai eu à connaître dans l'Est de la République du Congo, il y avait des ethnies différentes. Emma d'un côté, Lendu et Ngiti de l'autre, qui cohabitaient merveilleusement jusqu'à ce que l'étincelle fasse tout exploser. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus de quartier. Et sans sous-estimer non plus le rôle de l'archevêque de Bangui, je ne suis pas certain que dans le geste splendide qu'il a eu, il était très représentatif de l'état d'esprit de la population de la Centrafrique. C'est un peu cela que je voulais dire. Ma question maintenant, car je vous sens très tendu, madame, donc je la pose vite. Est-ce que, pendant votre déplacement, vous avez pu vous rendre compte si dans tout cela intervenait aussi le poids des coutumes locales,
le poids du fétichisme, le poids d'une spiritualité qui n'est pas celle dont nous avons, nous, occidentaux, coutume. Si je vous dis cela, c'est que dans le dossier que j'ai eu à traiter à la Cour pénale internationale, je me suis rendu compte tardivement, et heureusement à temps, du poids que pouvait avoir le fétichisme. Et quand on recherche une responsabilité, il est important de savoir si quelqu'un obéit d'abord au féticheur ou au colonel ou au général qui est au-dessus de lui. C'est important parce que un soir, sur Antenne 2, j'ai vu un reportage sur le conflit centrafricain et l'on voyait un combattant dont j'ignorais totalement s'il était Séléka ou anti-Balaka, mais qui était plein d'amulettes. Et le journaliste l'a questionné. Il lui a dit « Mais qu'est-ce que c'est que tout ça ?» Et avec, mais vraiment, une énorme... Enfin, vous savez, l'émotion que peut avoir quelqu'un qui croit dans tout cela. L'intéressé a dit « Mais c'est ce qui me rend invulnérable, etc. etc. » Est-ce que votre mission a eu le temps de s'interroger sur ces questions-là qui viennent, à mon sens, interférer avec l'aspect religieux, l'aspect politique, l'aspect économique, et qui, je pense, dans certains pays africains, reste fondamental. Merci. Merci, monsieur. Nous allons prendre juste la dernière intervention ou dernière question, parce qu'il nous reste un petit quart d'heure. Oui. Monsieur. Oui, je suis centrafricain, et la question que je voulais poser touche le problème de droit. C'est d'abord un État, un pays qui n'existe pas en termes de droit. Alors, que fait-on aujourd'hui pour qu'il puisse avoir une application de toutes règles liées au droit, alors que les élections doivent avoir lieu ces jours-ci? Est-ce possible qu'il puisse avoir élection? Tout à l'heure, De Clermont avait parlé, fait l'historique rapide de Centrafrique en énumérant les différents chefs d'État, de quelle manière ils sont arrivés au pouvoir. Alors, vous voyez bien, ils risquent encore d'avoir un autre coup d'État. Alors, arrêtons cela. Et la question de droit, j'aimerais savoir qu'est-ce qui va être appliqué maintenant. La deuxième question, et je m'arrêterai là-dessus, c'est le problème donc de l'impunité. L'impunité, et cela couvre depuis bien des années. On parle de 50 ans, et je crois effectivement les 50 ans d'indépendance. Mais on peut remonter le temps, mais arrêtons-nous à 50 ans. Donc il y a une certaine complaisance à travers tout ce qui est en train de se passer. Deux dernières remarques. On parle de la présence de toutes ces forces en Centrafrique. Eurofor, c'est-à-dire des Européens. Il y a la France à travers Sangaris et les pays africains. Alors, la mission est unique, c'est connu, c'est le désarmement. Qu'il s'agisse d'anti-Balaka ou des Séléka, il s'agissait de les désarmer et il ne s'agit pas de faire de la police à Bangui. Parce que quand on parle de Centrafrique, c'est de Bangui, alors que le pays est assez vaste, d'aucuns ont parlé de la province où il ne se passe rien, on ne sait pas ce qui se passe. Voilà la question de droit et le problème de complaisance et le problème de la présence des militaires en Centrafrique. Merci, monsieur. Alors, nous avons plusieurs questions à répondre. Peut-être que la première était autour de la question des médias. Est-ce que, Laurent, oui, bien sûr. On peut répondre rapidement, parce qu'après, je voudrais qu'on fasse un... Mais je vais répondre à quelques-unes des questions qui étaient dites, si vous voulez bien. La question des médias. Bon, d'abord, quand on dit médias, je vous rappelle que c'est quand même aussi une nébuleuse. Il faut toujours distinguer, me semble-t-il, la presse écrite de la radio, la télévision. Je suis pas sûr que tous les médias ont dit que c'était un conflit religieux. En tout cas, dans La Croix, moi, je ne l'ai jamais écrit. Vous disiez tout à l'heure que vous aviez, même dans La Croix, vous aviez aperçu ceci, en tout cas sous ma plume, jamais. Peut-être qu'on a dit que c'était pour les anti-Balaka à majorité chrétienne, sans doute, mais jamais une milice chrétienne. Et pour les Séléka, on n'a jamais, en tout cas moi je n'ai jamais dit que c'était une coalition musulmane, peut-être à majorité musulmane sans doute, parce que c'est vrai, mais j'ai aussi parlé pour la Séléka d'un bataillon chrétien, de 800 chrétiens du nord, qui combattaient dans les rangs de la Séléka et qui ont participé à la prise de Bangui et que j'ai vu en train de mourir de faim dans l'ancien palais Bokassa d'ailleurs, où ils étaient abandonnés de tous. Donc il me semble qu'à La Croix, en tout cas pour ma part, je suis jamais tombé dans ce piège-là.
Mais alors, il y avait plein de questions fort intéressantes. Je vais aller très très vite. La question démographique est une question extrêmement importante. Aujourd'hui, il y a 1,3 milliard Africains. 42% de ces 1,3 milliard ont moins de 15 ans. Il est évident, et à horizon 2050, dans 35 ans, les projections démographiques les plus sérieuses disent que la population en Afrique sera de 2,4 milliards. Là, il y a un vrai enjeu. C'est ce que j'ai essayé de dire là, dans ma conclusion. Quelle est la place de la jeunesse sur ce continent? Les religions, c'est une question très importante. Je ne pense pas que Monseigneur Zempalanga soit représentatif. J'ai beaucoup d'admiration pour lui, je le suis depuis très longtemps, mais son discours ne touche pas l'ensemble de la population. De même que d'ailleurs l'imam Kobi, qui lui-même n'est pas reconnu par les musulmans en fait. C'est un peu l'imam qu'on présente pour les occidentaux, mais au kilomètre 5, l'imam Kobi ne peut pas même pas aller au kilomètre 5. Enfin, tous les musulmans que je connais du kilomètre 5, donc de ce grand quartier musulman, j'ai rencontré l'imam de la grande mosquée de Bangui, j'ai rencontré un certain nombre d'imams, beaucoup de musulmans, ils ne reconnaissent pas en Kobi, enfin donc l'imam de l'archevêché, leurs représentants. Et moi j'ai vu même l'archevêque de Bangui dans un camp déplacé, disons, là il s'agissait, disons, des sudistes, pour dire les choses ainsi, ou à majorité chrétien, en disant voilà, ne rentrez pas dans la logique de la violence, failli se faire lyncher lui-même. Donc il s'adressait à ses ouailles, et c'est un discours qu'il avait du mal à passer. La part du fétichisme aussi, je réponds aussi à cette question. Il est évident que les religions traditionnelles sont extrêmement importantes. En général, c'est plutôt les anti-balaka qui portent ces fétichistes. Anti-balaka, d'ailleurs, donc on dit que ça signifie aussi anti-bal AK. AK, c'est l'AK-47, anti-bal de Kalachnikov. Les chefs anti-balaka, les principaux chefs anti-balaka sont des chefs spirituels. Et ils disent aux jeunes gens, je te donne des gris-gris, ces gris-gris vont te protéger, combat pour moi. Donc on est très très loin d'une milice chrétienne. Voilà. Merci. Merci Laurent qui a répondu à plusieurs questions. Alors je crois qu'il en reste deux. Comment parler de construction d'État tant qu'il n'y a pas sécurité, tant qu'il n'y a pas tout ce qui a été évoqué comme manque, d'une part, et d'autre part la question du problème de droit et de complaisance. Je me demandais si Antoine peut-être aurait quelque chose à dire sur ces questions. Du coup, je pense que vous avez raison, je partage votre point de vue, que la grande question, c'est comment on institue, comment on réinstitue un État. Et j'ai le sentiment que le déversement de lois, de principes, d'accords, est encore ruisselle sur le pays, mais n'arrive pas du tout à pénétrer. Bon, je pense que c'est la vraie question. Sur la question de Bruno Cotte, je voulais lui répondre, parce que je pense que c'est vrai qu'il y a du fétichisme, mais de ce que j'ai entendu, je ne suis pas... Il y a du fétichisme, mais ce qui nous a beaucoup frappé, c'est la coexistence d'éléments de tradition, souvent non pas mal digérés, mais des bribes pris comme ça, coexistant avec des éléments de postmodernité. Un petit peu, entre parenthèses, comme ce qu'on voit chez djihadistes, chez nous. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très proche dans les films et l'utilisation de la très nouvelle, l'utilisation de Facebook, des images de YouTube pour divulguer. La plupart des violences dont on parle, vous pouvez les voir sur YouTube. Il n'y a aucun problème, elles y sont. Donc cette utilisation nouvelle de l'image qui coexiste avec des éléments très très anciens, et on cherche en partant, on essaye d'écrire un livre avec des intellectuels centrafricains, intellectuels français, pour essayer d'élaborer justement tout ça. Ce serait trop simple, ma réponse, c'est-à-dire on ne peut pas tout remettre à la tradition, il y a la tradition et autre chose, et c'est se précipiter qui est très dangereux. Voilà, merci Antoine. Il est 20h40 dans la pendule en face de moi. Si vous le voulez bien, je proposerais bien, en tout cas à chacun de nos intervenants, d'exprimer en 3 minutes une sorte de conclusion qui sera de toutes les façons provisoire. Voilà. Alors, qui d'entre vous, messieurs,
souhaité prendre la parole. Je ne sais pas, comme chacun, vous allez la prendre. Donc, vous voulez, madame. Jean Arnold, alors. En 3 minutes, j'aimerais dire 2 choses. La première, c'est que nous venons de faire, avec l'Observatoire Pharos, avec les amis qui sont venus en octobre à Bangui, avec un séminaire que nous avons organisé en décembre à Bangui à nouveau, à l'université, nous venons de faire une expérience absolument fascinante de libération de la parole auprès de 120, 150 intellectuels, c'est-à-dire pas grand-chose. Mais le cri du cœur de ces hommes et de ces femmes, c'était de vous dire « Enfin, quelqu'un pour nous écouter ». Et je tire de cette expérience cette conviction qu'il y a en Centrafrique des hommes et des femmes qui peuvent véritablement participer à une réflexion profonde, construite, intelligente, ouverte, dialogante sur l'avenir du pays. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut conforter, soutenir, et Antoine vient de parler du projet de publication d'un ouvrage pour aider cela. L'Observatoire Pharos va, cette semaine, publier un rapport sur comprendre la crise centrafricaine, sur les causes culturelles et religieuses de la crise centrafricaine. Il ne s'agit pas de dire de l'extérieur ce qu'il en est, il s'agit d'offrir un instrument qui permette à ces hommes et à ces femmes de continuer à construire quelque chose. La deuxième chose, il me reste 30 secondes, hein. La deuxième chose que je veux dire, c'est que je récuse formellement la nécessité pour des responsables religieux d'être représentatifs. Ça veut dire quoi, représentatif? Est-ce qu'on est dans la démocratie? Dans l'Église? Dans l'islam? Ce dont on a besoin, c'est d'hommes et de femmes qui soient capables de dire un avenir possible. Et ce que je constate, c'est que l'archevêque de Bangui, le président de l'Alliance évangélique, l'imam Kobine, ont été capables de dire que chrétiens, musulmans, protestants et catholiques, qui pourtant ne s'aimaient pas, je vous garantis qu'il y a 50 ans, moi, protestant, j'étais très copain avec l'archevêque de l'époque, Monseigneur Cuche-Rousset, mais du coup j'étais mal vu par un certain nombre de missionnaires américains qui ne supportaient pas cela. On n'imagine pas le cheminement qui s'est fait, et notamment qui s'est concrétisé pendant cette crise. Ces 3 hommes ont dit un avenir possible pour Centrafrique, et j'ai pour eux un profond respect, même s'ils ne sont pas représentatifs. Merci Jean-Arnold. Voilà, peut-être Jacques. Jacques d'abord, ensuite Monseigneur. Jacques, je pense. Oui. Bon. Il faut que je parle dans le micro. Mais, disons que je voudrais revenir. Il y a l'expression de guerre civile qui a été utilisée tout à l'heure. Moi, c'est ma première impression, hein, évidemment. Je n'ai pas eu le sentiment qu'il se déroulait en Centrafrique une guerre civile. Je pense qu'on est plus dans des opérations de prédation de toutes sortes, organisées par des acteurs locaux, régionaux et internationaux, dans la mesure où, on ne l'a même pas précisé, mais enfin, tout le monde le sait, la Centrafrique est une terre extrêmement riche. Et ce qui m'a frappé dans ce séjour, c'est la violence omniprésente, mais au sens omniprésente maintenant, ici, tout de suite. Parce que je peux prendre tout de suite, y compris pour ces jeunes qui n'ont rien. Ce qui m'a frappé, c'est que quand il y a un accident de voiture, que les gens risquent peut-être de mourir, toute une foule se forme, un groupe se forme et prennent tout de ce qui reste des victimes ou de la voiture. Donc, pour moi, on est dans cette logique-là de la prédation, avant tout, plus que dans une logique de guerre civile, dans la mesure où la guerre civile, il s'agirait de conquérir le pouvoir politique. Mais le pouvoir politique, il n'existe pas. Le deuxième élément que je voulais dire sur la religion,
J'ai l'impression qu'on me reproche d'avoir mentionné que l'archevêque de Bangui a voulu protéger le grand imam. Bon, je sais bien que c'est minoritaire. Je sais bien qu'il n'est pas représentatif. Mais quand même, quel courage. C'est important dans un pays où règne une telle impunité, où la violence est à peu près partout. Il faut quand même se souvenir qu'il y a des hommes et des femmes qui peuvent se lever et dire stop. Et je pense que la Centrafrique est remplie aussi de personnes comme ça. Ceci dit, s'agissant de la religion, on a dit au début, ce n'est pas un conflit religieux. Et puis Jean Arnold est un peu arrivé derrière pour dire attention, c'est plus compliqué que ça. Alors, ce n'est pas que je veux faire de la synthèse, mais moi, ça me parle, ces deux voies différentes. En sciences politiques, on a l'habitude de dire qu'il y a des entrepreneurs identitaires, des entrepreneurs politiques, qui vont instrumentaliser la religion à leur fin politique ou économique. On a vu ça, et on voit ça en Centrafrique. Et simplement, la violence, par le fait même qu'elle est pratiquée, elle crée de l'identité. Elle crée des camps. Toi, t'es chrétien ou t'es pas chrétien? T'es avec nous ou t'es contre nous? T'es musulman ou t'es pas avec nous? Donc, si vous voulez, le fait même des pratiques de violence crée de l'identité du territoire. Et finalement, quelqu'un qui, au départ, dans une famille, dans un groupe, dans une région, ne voulait pas se définir comme chrétien ou X ou Y, se définit comme tel. Et à ce moment-là, le conflit, dans ce cas-là, devient religieux. Et puis, dernier point, alors c'est le réflexe de l'historien, c'est la remarque de monsieur, oui, on ne sait pas ce qui se passe en province. Et nous n'avons pas pu y aller. Nous avons voulu faire, d'ailleurs, une petite escapade, mais elle ne nous a pas été autorisée pour des questions de sécurité. Donc, on ne peut pas en parler, mais il est certain que c'est d'abord aux Centrafricains d'en parler. Et le projet de livre que porte Antoine, en particulier, mais nous en sommes tous solidaires, voilà, vise aussi à dire quelque chose de cette violence, de ces pratiques en province qui sont encore très peu connues, très mal connues. Et je crois que c'est un travail à faire pour l'histoire et pour les Centrafricains eux-mêmes. Merci. Merci Jacques. Est-ce que, Laurent, vous voulez dire un petit mot de conclusion? Oui, bien sûr. D'abord, je voudrais quand même dire, je vais parler de la Centrafrique, mais tout de suite quand même, faut pas non plus, on a parlé de l'Afrique, enfin, il faudrait pas réduire l'Afrique à ce qu'on a dit ce soir. L'Afrique, c'est pas que des violences, que des gens qui s'entretuent, qui s'éviscèrent. Il y a aussi 2 à 300 millions de personnes qui vivent très correctement en Afrique aussi. Il y a aussi une classe moyenne, voire une classe très aisée. Donc je voulais juste dire ça quand même, parce qu'on a tendance à ne voir du coup qu'un aspect, que la face sombre, je dirais, de l'Afrique, si je peux dire. Mais ce n'est pas que ça. Mais donc, puisque le sujet c'est la Centrafrique, je voudrais au fond citer 2 personnes différentes, Monseigneur Zampalenga, qui nous a dit cette chose importante qui, je pense, pour une conclusion, c'est pas mal pour nous. Lorsqu'on l'a rencontré à Bangui en octobre, on a évoqué la question délicate des rapports ethniques entre les uns et les autres. Et parce que, évidemment, je pense que... Enfin, je ne sais pas s'il y a un conflit religieux, mais en tout cas un conflit ethnique. Derrière la religion se cachent des communautés culturelles très fortes. Et la religion est une des identités de ces groupes. Quand on dit que dans les familles il y a des chrétiens et des musulmans, c'est en général dans des familles de même ethnie. Vous pouvez être chrétien et musulman, c'est pas un problème. Par contre, s'associer à des groupes communautaires traditionnellement ennemis ou adverses, c'est beaucoup plus difficile. Ça l'est bien entendu en Centrafrique, mais ça l'est aussi au Sénégal, dont on parlait tout à l'heure. Même dans des pays dits, entre guillemets, je dirais, de ce point de vue apaisé, c'est pas vrai. Là, on ne comprend rien à ce qui s'est passé aussi à la Côte d'Ivoire si on a passé en tête. En même temps, c'est délicat comme sujet, parce qu'il ne faut pas non plus essentialiser les choses. Les gens ne se définissent pas que par leur groupe communautaire. Donc on a abordé cette question un peu délicate avec Monseigneur Zampalenga, et voici ce qu'il m'a dit. Il a eu ce mot que j'ai écrit dans la croix,
enfin que j'ai rapporté dans la Croix, nous n'en parlons pas entre nous. Mais nos relations sont chargées d'histoire. Nous sommes prisonniers de nos solidarités communautaires, dans le bien comme dans le mal. Il est difficile de s'en affranchir sans s'exposer à la solitude et au rejet. Et là, je crois qu'il y a quelque chose de central. Il y a un nœud qui explique, en tout cas, qui peut être l'une des matrices de la violence en Centrafrique. Et puisque vous êtes une association d'intellectuels chrétiens, je voudrais juste finir par une phrase de Bossuet, puisque c'est une conclusion, vous la connaissez sans doute par cœur, mais je la cite parce que je ne la connais pas par cœur, mais je l'ai notée. Bossuet disait déjà, et je pense que ça s'applique à la Centrafrique bien entendu, « Le ciel se rit des prières qu'on lui fait pour détourner de soi les maux dont on persiste à vouloir les causes. » Merci. Merci Laurent. Je voudrais donner le dernier mot à Père Stinger, mais Antoine, ça va rien? Non, rien. Alors, Père Marc Stinger, à vous. Moi, je vais dire deux choses, une qui nous concerne et une qui concerne la Centrafrique. N'en déplaise à Laurent, sans vouloir le contredire, enfin, je voudrais revenir comme sur la question des médias. Je ne sais, lui sûrement pas, la Croix peut-être. En tout cas, si nous avons pensé en Europe, en France en particulier, qu'il y avait un conflit religieux en Centrafrique, ça a été une idée largement répandue, enfin je peux en témoigner. Si nous l'avons pensé, c'est parce que la plupart d'entre nous ont puisé aux médias pour se faire cette opinion-là. Bien sûr, il y a des médias qui ont dit que les Séléka avaient fait de la prédation contre des centres catholiques chrétiens. Mais quand c'est dit sous cette forme-là, en Occident, ça veut dire c'est un conflit religieux, puisqu'il y a des musulmans qui s'attaquent aux centres chrétiens. À partir de là, ça devient dans notre esprit un conflit religieux. Il me semble que, en tout cas en ce qui me concerne, il a fallu que j'aille là-bas pour comprendre que ce n'était pas dans ces termes-là que la question s'est posée. Et alors, ce que je veux dire par rapport à nous, c'est que nous appliquons trop vite, et c'est dangereux, je le dis moi aussi, enfin, nous appliquons trop vite des schémas qui sont les nôtres sur des situations qui viennent d'ailleurs. Et les premiers à le faire, je pense, c'est parfois les journalistes, sauf Laurent Larcher, bien sûr. En fait, et je pense que c'est très grave parce que ça cultive en France en particulier un état d'esprit d'opposition entre chrétiens et musulmans, et Dieu sait que nous en avons connu des avatars récents qui montrent qu'on n'en a vraiment pas besoin. La deuxième chose par rapport à Centrafrique, mais là je vais répéter quelque chose que d'autres ont dit, mais parce que c'est ma conviction profonde. On a entendu ce soir que rien ne marchait en Centrafrique, ni la justice, ni l'école. Enfin, je ne vais pas réénumérer tout ce qui a été dit, mais il y a des hommes qui donnent un espoir d'avenir en Centrafrique. C'est les trois responsables religieux que nous avons cités abondamment ce soir. Bien, si rien d'autre ne marche, il y a au moins ce témoignage et cette espérance qui est donnée. Ben, je trouve que c'est une belle chance pour ce pays, et je lui souhaite bonne chance justement en fait. Merci beaucoup. Voilà, il me reste à vous remercier d'être venus nombreux à cette soirée. Je voudrais remercier bien sûr tous mes coéquipiers. Vous voyez que j'étais très bien encadrée dans ce voyage à Bangui. Merci mille fois, messieurs, de vos interventions qui nous permettent en tout cas de mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Centrafrique. Bon retour et merci.